François Ravier, bonjour. Bonjour. Monsieur le préfet, merci de nous recevoir à la préfecture pour faire un point à date sur les différents sujets qui vous préoccupent et qui sont importants pour les Savoyards. Alors tout d'abord, ça y est, vous êtes bien installés, vous avez vécu tous les vœux des différentes chambres consulaires et des organisations savoyardes. Qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui ? Ce qu'il en ressort, c'est un discours d'un optimisme raisonné. C'est-à-dire on est bien conscient d'un certain nombre de difficultés, mais finalement ce réflexe savoyard de dire on a des difficultés, on va s'adapter et on va ressortir demain mieux qu'on est encore aujourd'hui, je l'ai entendu, je l'ai vu, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant pour l'État, le représentant de l'État que je suis, dont la mission, la vocation quelque part, est de venir dans beaucoup de sujets en soutien des collectivités. Alors ensemble, on va traiter de plusieurs sujets dans ce quart d'heure d'échange. On va parler bien sûr de l'économie, des stations, on va parler aussi des aides que vous pouvez apporter au niveau de l'écologie. Alors tout d'abord, on est à quelques heures maintenant du championnat du monde Méribel-Courchevel. C'est une impulsion très attendue et j'imagine que c'est beaucoup de travail pour l'ensemble des corporations qui vous entourent, sécurité et organisation. Oui, bien sûr. Donc c'est une échéance attendue par beaucoup, bien entendu. Dimanche, fin d'après-midi, cérémonie d'ouverture en présence de la ministre des Sports. Alors, c'est d'abord beaucoup de travail pour le comité d'organisation, dont il faut saluer évidemment l'engagement, la qualité du travail à tout point de vue. Et puis l'État, logiquement, est là aussi aux côtés du comité d'organisation. L'État est représenté au conseil d'administration du comité d'organisation. Nous travaillons vraiment très bien ensemble. Hier encore, nous avons effectué un exercice de gestion de crise prévisionnelle pour tester les réflexes, les procédures et finalement la communication aussi entre les différentes personnes dans des situations, j'espère que ça n'arrivera pas, mais dans des situations qui pourraient être tendues, une crise de quelle que soit l'origine. Les anticipations qu'on connaît en Savoie, on a eu des grands événements, le Tour de France. C'est vrai, alors d'abord c'est Val d'Isère, c'est Méribel-Courchevel après Val d'Isère 2009. Donc déjà côté ski, il y a une belle habitude, et Albertville avant bien entendu. Coupe du monde du ski et de ski il y a un an, un peu moins, qui a permis aussi d'être quelque part un banc d'essai, ou en tout cas un premier test en vue des championnats du monde de ski. Donc un vrai savoir-faire savoyard. On peut ajouter aussi d'ailleurs régulièrement tous les ans les étapes du Tour de France, grand événement également, une organisation complexe. Mais les personnes qui sont au comité d'organisation, le président bien entendu, mais aussi la directrice, Perrine Pellen, ont une belle habitude de travail et d'efficacité. Événement international qui attire plus de 70 pays, c'est une chance unique pour notre visibilité. Tout à fait, une chance unique. Plus de 70 délégations vont venir, accompagnées bien sûr de leur staff. On a à peu près 1700 journalistes accrédités, donc une retransmission potentiellement dans le monde entier. Un événement qui va montrer la Savoie, la richesse de son patrimoine naturel, la richesse de ses ressources aussi, bien entendu, en sport d'hiver, le ski, mais pas que. En sport d'hiver, mais pas que non plus, puisqu'on le sait aujourd'hui, les problématiques de reconversion sont réfléchies, hein, bien entendu, par les principaux acteurs. Bref, un vrai événement, une belle visibilité pour la Savoie, et au-delà, un test aussi de la capacité de la France à organiser des grands événements sportifs, dans l'optique notamment de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, bien sûr. Deuxième sujet en découle, la vie des stations. On était très inquiets par la météo. La neige ne tombe pas, vous n'y êtes pour rien, mais on regardait quand même les compteurs. Et puis finalement, les réservations se font, elles sont même excellentes. Alors, d'abord, les niveaux d'enneigement sont bons. Ils varient entre, on va dire, 40 cm au plus bas à 1,80 m, 1,90 m, suivant les stations. La plupart, quasiment toutes les pistes et toutes les remontées mécaniques sont en service. Donc ça, c'est quand même très positif pour pouvoir accueillir tous les visiteurs, tous les touristes qui vont venir s'adonner aux joies des sports de montagne. Les taux de réservation sont effectivement très bons. Alors il y a eu, c'est vrai, vous avez raison de le souligner, la neige a mis un petit peu de temps à venir, mais en même temps, on a eu assez peu d'annulations de réservation. Ce qui montre quand même que la montagne attire quoi qu'il en soit. Et ces projets, ces réflexions sur la reconversion
du coup, trouvent aussi toute leur utilité dans ce constat. Mais le mois de janvier a été très bon. Dans certaines stations, il ressemblait à s'y méprendre à un mois de février. Et on est effectivement actuellement en février sur des statistiques, des prévisions, des réservations hautes. Donc c'est très bon signe, de très bon augure pour l'activité dans les stations et pour la richesse également, je dirais plus globalement, de la Savoie, puisqu'on sait que tout ce qui est, le tourisme et tout ce que ça entraîne représente 50% de la richesse, c'est-à-dire du PIB savoyard. Et ce, malgré une inflation galopante. Alors, il faut quand même que le prix reste accessible à tous, et surtout aux Savoyards. Alors, une inflation galopante, alors, bien entendu, elle ne touche pas que les domaines skiables et la montagne. Il y a traditionnellement en Savoie une industrie développée, une industrie de pointe dans beaucoup de domaines, où là aussi, bien entendu, on consomme de l'énergie. Ce sujet est vraiment transversal. Il touche bien sûr chacun des foyers, mais aussi dans le domaine économique, le monde de la montagne, les industries et l'ensemble finalement des TPE, PME de ce département. Alors oui, inflation galopante aussi. Je prends un exemple. Les boulangers nous disent il y a l'électricité, mais il y a aussi l'augmentation du prix du lait, du prix de la farine, du prix de la crème. Bref, un certain nombre de difficultés présentes, et puis les difficultés aussi pour s'approvisionner en matériaux, avec parfois des délais d'attente qui sont plus longs que ceux que l'on connaissait précédemment. Est-ce que ça risque de bloquer l'économie de la Savoie à terme? Non, parce que là encore, on le voit à travers les réflexions des uns et des autres et les prises de position, la Savoie s'adapte, elle réagit, elle ne se laisse pas, je dirais, enfermer dans des circonstances défavorables. Et puis finalement, vous savez, il y a deux façons de considérer un événement négatif, en tout cas un événement inquiétant. C'est soit une menace, soit une opportunité. Et je dirais que cette capacité qu'a la Savoie, c'est plutôt de transformer des événements qui peuvent être inquiétants en réelles opportunités, plutôt que simplement se dire il y a une menace et de rester comme ça inactif. Ce n'est pas vraiment le tempérament savoyard. Alors vous l'avez dit, il y a du job en Savoie. Simplement, on a du mal à trouver des employés. Ceux qui ont du job ont justement beaucoup de saturation parce qu'il faut peut-être remplacer des bras qui nous manquent. Et de l'autre côté, on ne trouve pas les bons profils. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une question qui reste presque éternelle depuis 2 ans maintenant. Oui, c'est vrai. Alors, le taux de chômage est très bas. On est à 5,2%. On est très proche de ce qu'on appelle un chômage structurel. Et pour autant, les entreprises souhaitent continuer à recruter. En 2022, l'emploi salarié a progressé de 2,4%, par exemple. Donc ça montre qu'il y a quand même un mouvement qui est là, mais les entreprises continuent à éprouver des difficultés. Donc si on ne trouve pas localement, il faut pouvoir aller chercher aussi, peut-être dans les départements frontaliers, alors plutôt, je dirais, Rhône, Isère, etc., parce que finalement, quand on regarde la démographie de la Savoie, on se rend compte que, je dirais, les classes d'âge les plus actives ne sont pas celles qui sont les plus représentées, les plus surreprésentées, en tout cas comme elles le sont dans une structure habituelle de pyramide des âges. Et on a donc une difficulté. Et donc cette difficulté, les moyens de la résoudre, c'est d'attirer en Savoie de nouvelles personnes en mesure de pouvoir prendre les emplois. J'observe d'ailleurs que sur le chantier du Lyon-Turin, malgré un certain nombre peut-être d'inquiétudes en début, aujourd'hui, les emplois salariés sont là, les personnes sont là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté de recrutement, mais au moins l'ensemble des salariés utiles sont à pied d'œuvre et travaillent actuellement sur les différents chantiers. Dans le sujet de l'emploi, il y a un sujet, c'est la compétence. Monter en compétence, les formations, il y en a de nombreuses. Est-ce que c'est suffisant? La question de l'emploi est évidemment une question compliquée. Vous évoquez les montées en compétences. Je ne suis pas sûr que les compétences soient toujours, dans tous les cas, le seul sujet. Vous avez beaucoup d'entreprises vont vous dire aujourd'hui, par exemple, nous, ce qu'on regarde davantage aujourd'hui dans un CV, c'est plutôt le bas du CV. C'est-à-dire, c'est pas finalement les compétences ou le parcours, c'est, par exemple, je prends un exemple parmi d'autres, l'engagement associatif, bref, des façons d'être. L'état d'esprit. L'état d'esprit. Et beaucoup d'entreprises disent, bien sûr, on a besoin d'un minimum de compétences, mais nous, en interne aussi, on sait former, on peut former. Et puis, il y a
pour ajuster également, bien sûr, le travail des CFA, voire du CRETA dans un certain nombre de cas. Donc le sujet des compétences c'est celui des aptitudes, je dirais, davantage, celui de l'envie, qui me paraît vraiment central et en tout cas premier dans ces sujets de recrutement. On dit que l'économie va bien, mais toutefois, il faut s'intéresser à ces TPE et PME qui ont quelques difficultés, surtout par rapport au coût de l'énergie, et là, l'État est très actif. Alors l'État est très actif à la fois au titre de l'année 2022, mais plus encore de l'année 2023, avec cet amortisseur d'électricité qui a été mis en place. Il y a, suivant, je dirais, le statut et la consommation électrique, tout un panel d'aides qui a été mis en place. C'est un système qui se veut et qui est simple et efficace. Aujourd'hui, en Savoie comme ailleurs, au niveau national, on constate, tout ce système le bénéfice des dispositions gouvernementales commence par l'envoi, par la TPE ou la PME, d'une attestation aux fournisseurs d'énergie. Aujourd'hui, au niveau national, on constate que le taux moyen de réponse n'est à peu près que de 20%. Alors, il va falloir absolument pouvoir convaincre davantage de TPE et de PME d'envoyer leur attestation à leurs fournisseurs d'énergie, ce qui va ouvrir automatiquement leurs droits. C'est un peu surprenant parce que l'information est passée quand même. Alors, l'information est passée, c'est vrai, mais deux choses. On sent, là, il y a un petit problème de fond qu'il faut qu'on essaye de dépasser, que les chefs d'entreprise, peut-être, sont trop souvent interpellés par telle ou telle chose, et finalement trouvent dans tout cela peut-être trop de complexité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est que les premières factures pour le premier mois de l'année 2023 ne sont pas encore arrivées. Elles arriveront à peu près à la mi-février. Et donc, on prévoit à la mi-février une nouvelle campagne de communication, parce que là, quand les personnes auront vu leurs factures, ils vont sans doute réagir différemment. Alors, un petit élément aussi qui relativise finalement un taux de réponse à 20% seulement. Quand on regarde l'ensemble des TPE et des PME, un certain nombre de ces TPE et PME sont déjà couvertes par des contrats d'électricité qui ne seront pas remis en cause cette année. Et lorsqu'ils ont conclu ces contrats il y a quelques mois, ou voire 1 à 2 ans, elles bénéficient de prix de l'énergie bien meilleurs que celles que l'on connaît actuellement. Donc, ce n'est qu'une partie des PME et des TPE qui sont intéressées, bien sûr, par le nouveau dispositif. Elles le seront peut-être après, en 2023-2024, si le dispositif perdure, mais pour l'année 2023, le début de l'année 2023, seule une partie, bien entendu, des entreprises sont concernées. C'est une remarque, j'ai réuni cette semaine les fournisseurs d'électricité pour comprendre pourquoi, à quoi renvoyer ce taux. Et je prends un exemple, pour un des fournisseurs qui a à peu près 3500 clients, il me disait le nombre d'entreprises concernées par les dispositifs gouvernementaux est de 400. Donc, cible théorique 3500, cible réelle, c'est-à-dire les entreprises qui doivent renouveler leur contrat ou qui viennent de renouveler leur contrat à des prix bien sûr a priori plus élevés, seuls ces 400 ont vocation bien entendu à bénéficier du tarif qui limite à 280 € le kilowattheure en moyenne annuelle le prix de l'énergie. Or, voilà, beaucoup d'entreprises qui ont conclu avant sont bien en dessous aujourd'hui des 280 €. Ce bouclier énergétique nous a bien aidé pour les entreprises, va nous coûter cher aussi ? Il va coûter cher, mais en matière d'économie, les choses sont toujours ainsi. C'est que ce qui coûte cher au début est conçu aussi comme un investissement et donc comme finalement des richesses futures. Regardez les critiques qui avaient été apportées à un moment sur le plan de relance, des critiques sur ça va coûter cher, etc. Or, les taux de croissance que nous connaissons, et en Savoie en particulier, le taux de croissance est tout à fait considérable. Il est à peu près de 26% sur les 9 premiers mois de l'année 2022. C'est bien au-delà de la moyenne régionale. Si les entreprises n'avaient pas été aidées, on n'aurait pas ce taux de croissance. Et on se rend compte que ce soutien est nécessaire pour que continuent les affaires et que le développement des entreprises puisse se poursuivre. On parle toujours de transition énergétique, on va en venir aux aides, les soutiens financiers de l'État. Alors il y a le Fonds vert qui est lancé de nouveau. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Est-ce qu'on a une notion d'attribution pour notre département ? Pour l'État, au-delà des subventions possibles dans le plan France 2030, surtout pour l'industrie notamment, il y a, on va dire, vis-à-vis des collectivités en particulier, 3 types d'aides.
ce qu'on appelle la dotation d'équipement des territoires ruraux. Il y a également ce qu'on appelle la dotation d'investissement local, et puis aujourd'hui le fonds vert. J'ai envie de dire, ces trois fonds sont orientés de façon très proche et rejoignent la nécessité de la transition écologique qui est le critère premier d'éligibilité au cofinancement de l'État pour les projets. Le fonds vert, la DETR et la DSIL, donc, ont vraiment partie liée, cause commune, en parfaite cohérence d'ailleurs, avec les contrats de relance et de transition écologique qui ont été travaillés et signés entre l'État et les collectivités. La transition écologique est le maître mot, l'orientation première et prioritaire dans les financements de l'État, vis-à-vis ici des collectivités locales, et ces leviers de financement vont être mobilisés à partir de cette en fait, ils sont mobilisés, pour être tout à fait exact, depuis le 31 janvier, donc c'est tout récent. On fait une campagne de communication qui commence ce soir ou demain pour vraiment diffuser beaucoup d'informations. Nous l'avons déjà fait lors de réunions avec les élus, on le fait au quotidien. On leur dit, écoutez, préparez les dossiers, il y a des crédits, donc on est sur un principe un petit peu quelque part de premier arrivé, premier servi, modulo la qualité des dossiers, bien entendu, et donc préparez, et dès que vous avez le top départ, transmettez les dossiers qui vont être instruits et qui pourront ensuite, bien sûr, donner lieu à des cofinancements de l'État. Vous connaissiez, je dirais, le côté caractère de la Corse, vous avez découvert le côté montagnard, le point commun et les différences entre les deux? Comme on dit souvent, comparaison n'est pas raison. Écoutez, dans les deux territoires, il y a des montagnes, il y a de la saisonnalité. Elle ne se situe pas à la même période de l'année, mais il y a une forte saisonnalité aussi. Le tourisme, c'est également 50% du PIB en Corse. Il y a des problèmes de saisonniers. Il faut arriver à les loger, arriver à les recruter. Donc il y a des sujets comme cela. Sur d'autres sujets, les problèmes sont plus aigus encore. Je pense par exemple à la sécheresse. Évidemment, c'est bien plus méridional. La Savoie a connu en 2022 une première année assez inédite de difficultés en matière de sécheresse. Ce que nous faisons au sein des services de l'État, tous services confondus, nous essayons de soutenir cette volonté de ne pas gérer l'eau sur le mode de la crise, mais plutôt de trouver des solutions de long terme qui permettront de donner davantage de visibilité et une meilleure utilisation d'une ressource économisée, mais meilleure utilisation. Le premier élément d'une politique de l'eau consiste à se demander comment peut-on économiser de l'eau. Les éléments ensuite, c'est comment ajuster la ressource aux besoins. Voilà, donc là, c'est un des sujets communs Corse-Savoie. Évidemment, la Corse a une antériorité bien supérieure de fait de sa position géographique et climatique, bien entendu. Un préfet là pour un temps, il doit s'adapter très rapidement aux besoins du département. Vous êtes fixé quelques objectifs là pour la durée qui reste indéterminée finalement de votre parcours savoyard? Vous savez que les préfets sont nommés en Conseil des ministres. C'est un emploi évidemment, c'est discrétionnaire. Je ne me fixe pas de durée et ça n'aurait pas de sens. Je me fixe des objectifs, oui, effectivement, c'est d'abord de répondre, c'est d'abord, je dirais, de décliner territorialement de la façon la mieux adaptée, si possible, la plus intelligente possible, les politiques gouvernementales, les territorialiser. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, ils ne sont pas par ordre hiérarchique, il y a un autre objectif aussi fort, c'est assurer la représentation de l'État, mais dans toutes ses dimensions, et notamment dans la dimension des compétences régaliennes, lutte contre l'immigration clandestine, troubles à l'ordre public, bref, l'ensemble de ces sujets qui sont spécifiquement, je dirais, État. Et pour le reste, et bien entendu, par ce dialogue continu avec les élus, soutenir les projets, notamment, je l'évoquais tout à l'heure, performance énergétique, et tous autres qui permettent un développement du territoire. Alors parfois, on peut diverger à un moment sur les moyens. Les finalités, elles relèvent assez peu de l'État. On est dans un principe de libre administration des collectivités locales. Mais ce qu'on cherche beaucoup, c'est ces zones de convergence, bien sûr, entre les priorités gouvernementales et la volonté des élus de porter tel ou tel projet. Et en agissant ainsi au quotidien, on se rend compte qu'en réalité, on a énormément de projets qui émergent, qu'il nous faut soutenir. Les projets que nous connaissons aujourd'hui, ceux que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. Je pense que dans le cadre de cette réflexion sur
la diversification des activités de montagne. Il y a sans doute là aussi des sujets très intéressants et très prometteurs à explorer. Eh bien écoutez, bonne continuation, un bon championnat, beaucoup. parce que j'imagine que dimanche à 18h45, vous serez à la cérémonie. Et merci pour cet entretien, Monsieur le Préfet. À très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir.